et bienvenue à cette séance de présentation du livre Le génie lesbien avec l'autrice Alice Coffin et Myriam Monaille. Nous avons vraiment l'immense plaisir d'accueillir Alice virtuellement aujourd'hui. Et cet événement fait partie du Elle Festival. Le Elle Festival, c'est un festival d'événements lesbiens, bi, trans et féministes par et pour cette communauté qui a débuté hier et qui se tient normalement pendant 10 jours. Exceptionnellement, cette année, il est prolongé jusqu'en mars 2020. Et on vous propose toute une série d'événements digitales qui vont se prolonger avec les événements en présentiel l'année prochaine. Alors, j'aimerais remercier en premier lieu Moline Björk, qui est députée européenne et activiste et qui nous a permis d'organiser cette séance aujourd'hui. Et j'aimerais aussi remercier la librairie Tulétu, qui est une librairie féministe et engagée dans le quartier de Dansart à Bruxelles, et dans laquelle vous pouvez vous procurer le livre à tout moment, même en confinement, ils sont ouverts. Et j'aimerais aussi vous présenter Myriam Monheim, qui nous fait le plaisir d'animer cette séance aujourd'hui. Alors Myriam, elle est psychologue et psychothérapeute systémicienne. Ça fait depuis 25 ans qu'elle travaille sur les questions de santé sexuelle et de lutte contre les discriminations multiples comme bénévole, mais aussi comme intervenante psychosociale. Et elle propose aussi actuellement des consultations psy à des personnes LGBT dans un centre de planning familial et aussi des formations et des supervisions à des intervenants professionnels du milieu psycho-médico-social. Alors voilà pour les présentations. Aujourd'hui, Myriam, tu vas modérer la séance avec Alice et un grand merci. Et sur ce, je ne vais pas prendre plus de place. Je reviens à la fin pour conclure. Et vous avez aussi la possibilité de poser toutes vos questions dans les commentaires du live. Et on réserve 20-30 minutes à la réponse de ces questions. Donc voilà, enjoy. Un grand merci de nouveau à vous et à tout à l'heure. Merci, Bici. Bonjour Alice. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bon, on va faire ça donc par caméra interposée. C'est un peu bizarre, mais c'est mieux que rien probablement. Je remercie en tout cas le L Festival d'organiser cette rencontre et de faire la promotion de ce livre que j'ai pris beaucoup de plaisir à parcourir. Alors Alice, je vais un petit peu te présenter, tu corrigeras si je me suis trompée, hein, donc voilà, tu es journaliste et une élue écologiste qui est née à Toulouse en 78, 78 pour les Français qui nous écoutent. Tu vis à Paris, tu es cofondatrice de la conférence européenne lesbienne et de l'association des journalistes LGBT, élue au Conseil de Paris depuis 2020, qui est, si j'ai bien compris, l'équivalent de la région bruxelloise pour nous. Tu as cofondé les lesbiennes d'intérêt général et aussi le premier fonds de dotation féminine, enfin qui est un premier fonds de dotation féministe et lesbien. Voilà. J'imagine qu'il y a eu d'autres bébés que ceux que je cite, mais et alors tu es pour la présentation, bravo. Bonjour tout le monde. Alors tu es accusée de tous les maux. MAUX, de misandrie, de militance excessive, d'incapacité de prendre du recul dans ta pratique journalistique. Et bon, à en croire la presse française que j'avais un peu parcourue avant de lire le livre, je pensais que j'allais lire le nouveau Scum Manifesto. Eh bien, j'ai été déçue. C'était beaucoup plus nuancé que ça. Voilà, bon, ça c'est pour la blague, mais donc il y a eu quand même beaucoup de battage médiatique autour de ce livre, notamment, je pense, par des gens qui ne l'avaient pas lu, mais bon, c'est à voir. Alors, voilà, ma première question, c'était qu'est-ce qui t'a donné l'envie ou le besoin d'écrire ce livre? Oui, bonjour et merci pour toutes les questions. Et puis bravo hein, au festival vraiment pour tout ce que vous faites d'année en année. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire le livre? En fait, le contenu du livre, c'est vraiment le récit, moi, de mes 10 dernières années de vie, et même un peu plus, puisque il y a un récit aussi très intime, où de toute façon,
en militante féministe, je considère que le privé est politique. Donc, il y a évidemment des éléments très personnels aussi, mais qui sont aussi des éléments politiques, puisque une vie de lesbienne naine dans son personnel, elle reflète une situation d'un être humain en système patriarcal, donc elle est politique. Et je raconte, je me focalise notamment sur les 10 dernières années où j'ai été effectivement, comme tu l'as rappelé, journaliste, militante féministe et lesbienne, et puis maintenant politique, et de raconter un peu comment, moi, ce que j'ai traversé dans les rédactions généralistes françaises. Je travaillais à 20 minutes pendant plusieurs années, comment j'ai vécu toutes ces années-là, et ce qu'elle raconte un peu de la société dans laquelle on vit. Et si j'ai voulu faire un livre, c'est que tout ça, moi, je l'avais déjà raconté un peu sur les réseaux sociaux ou les actions. Je faisais partie de collectifs comme La Barbe, par exemple. C'est des actions qui sont visibles, c'était pas non plus caché, mais je trouvais ça important de faire un livre pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a encore en France, de manière extrêmement forte, l'objet livre, c'est encore quelque chose de très légitime. Ça donne une légitimité, une crédibilité, alors que moi, je trouve dommage, je trouve que les activistes font des œuvres à part entière, mais il y a toujours de toute façon une frontière qui est tracée entre qu'est-ce qui est une œuvre et qu'est-ce qui est de l'ordre de « oh bah ça, c'est une communication sur les réseaux sociaux, oh bah ça, c'est une petite action militante ». Moi, il n'y a rien qui vaille de comme ça, sauf que pour s'adapter aussi et permettre de tracer des brèches dans le système, je pense qu'il faut aussi arriver avec des objets identifiés par eux comme légitime, crédible, et donc le livre en fait partie. Donc c'était important pour moi d'y aller là-dessus, et dans une grosse maison d'édition comme Grasset. Et puis le point fondamental, c'est que je pense que si j'ai écrit le livre, c'est parce que je trouvais que j'avais des choses à dire que moi je ne lisais pas ailleurs, que moi j'aurais eu envie de lire ailleurs, notamment sur l'histoire récente du militantisme lesbien, sur mettre en valeur toute une galerie d'héroïnes dont on n'entend pas assez parler et qui méritent d'être valorisées. Et si j'en juge aux réactions dont tu as commencé à parler, pour conclure, c'était assez pertinent de penser ça, parce que les réactions, elles sont à la hauteur de tous les verrouillages et tous les blocages qui sont justement dénoncés dans les pages des livres. D'accord. Et d'autant plus parce que ça a été édité dans un livre et pas au travers de petits articles qui ont moins de poids, selon toi. Mais oui, mais parce que du coup, en fait, il y a deux méthodes. La façon dont ils agissent avec moi en tant que lesbienne depuis des années, ou avec moi, avec d'autres militantes, ou avec des militantes d'autres minorités, ou des journalistes, ou des personnes qui combattent un peu pour que on ait une visibilité des minorités, des femmes sur l'espace public. Il y a deux méthodes. La première méthode qu'ils ont employée pendant des années, à laquelle je me suis confrontée, c'est qu'ils font comme si on n'existait pas. On n'existe pas, on vous ignore. Un exemple concret, c'est toutes les discussions qu'on a eues, qu'on a toujours en France autour de la question de l'extension de la PMA, donc depuis 2012. Pendant des années, ils ne nous invitaient pas sur les plateaux de télé, c'est-à-dire qu'il y avait tout ce travail qui était mené par des chercheuses lesbiennes, des militantes lesbiennes, des journalistes lesbiennes. Ils pouvaient faire des plateaux, des réunions politiques sans aucun problème, où il n'y avait pas de lesbiennes autour de la table. Ça ne leur posait pas de soucis. Ça, c'est l'ignorance. À partir d'un certain moment, et là, le livre, c'est ça, et je pense que moi, c'est mon entrée en politique et le fait d'avoir écrit un livre, effectivement, ils ne peuvent plus faire comme si on n'existait pas. C'est plus possible. C'est-à-dire que là, ça fait du bruit, il y a une petite notoriété, il y a des histoires dans les journaux. Donc, ils ne peuvent plus faire semblant que, tiens, ça n'existe pas. Alors, c'est la deuxième méthode dans ce cas-là. Après l'ignorance et vraiment la volonté d'indifférence et l'invisibilisation, c'est la déformation. C'est vraiment le fait de la caricature, le fait d'aller déformer vraiment les propos qui sont donnés dans le livre. Donc, l'emploi de la fake news dessus. Et tout ça ne sont pas des méthodes très nouvelles. C'est ce à quoi les féministes, les lesbiennes ont été confrontées depuis très longtemps, mais j'ai été frappée de constater leur vivacité. C'est encore des méthodes très, très, très usitées et auxquelles moi je me confronte. Ça demeure. Il y a encore beaucoup d'hostilité envers le livre. Et j'imagine que ça demande de l'énergie de faire face à ça. Ouais, c'est fatigant, c'est un peu épuisant. Et en fait, la différence, mais je crois que c'est aussi le truc avec en plus du livre, il y a eu cette concomitance dans le fait que j'ai été élue. C'est qu'avant,
moi, j'étais vraiment dans des actions collectives, avec des collectifs lesbiens, avec des collectifs féministes. Ça engendrait moins d'attaques individuelles, d'attaques très, très, très ciblées. J'allais dire, c'est pas seulement sur mon nom, c'est sur mon physique. Ils décortiquent vraiment avec les mécanismes de base de l'offense, de la discrimination, qui est d'attaquer le visage, la forme du visage, la taille des épaules, qu'est-ce que c'est que mon corps. Ils y vont là-dessus, qu'on retrouve dans un ensemble de discriminations très très fortes, hein, que ce soit les discriminations racistes, transphobes. On est sur des attaques des corps, en fait, de comment nous, on apparaît dans cet espace public et comment ils vont nous arracher vraiment, vraiment défoncer là-dessus. Et ça, avant, dans le combat collectif, c'était moins là. Et le fait que je sois élue plus que j'ai écrit un livre, oui, ça renforce ça parce que c'est notamment, ça raconte aussi comment fonctionne le journalisme politique. Et en fait, ça s'est passé de manière concomitante avec mon accession en tant qu'élu politique. Les journalistes politiques, ils ont besoin de nous raconter des fables, des histoires, de faire vivre une espèce de storytelling, de suspense sur la politique, ce qui est, à mon avis, assez dommage, mais bon. En tout cas, c'est très clair, ils utilisent des personnages, il faut qu'ils personnifient. Donc moi, ils ont fait de moi aussi, à un moment, essayé de faire de moi un nouveau personnage entrant dans ce champ politique-là, ce qui évidemment contribue aussi à la singularité et le ciblage sur moi directement. Donc, ouais, c'est un peu épuisant. Et surtout, ce qui renforce ça, c'est que avant, dans les combats militants et collectifs, il y a une joie très forte que je crois que je raconte beaucoup dans le livre aussi. Il y a vraiment une joie du combat, un fou rire du combat lesbien et féministe. Tellement on est confronté à de la bêtise en face. C'est plus dur quand on est réduit à une personnalité publique, individuelle. Donc tout ça pour dire, et qu'en plus il y a le confinement, donc du coup ça n'aide pas à ce qu'on mène des actions, mais j'ai hâte de repartir en action collective. Oui, tu n'es pas la seule. Et je voulais savoir pourquoi tu avais choisi ce titre. Qu'est-ce qui t'a donné envie de le choisir? Et est-ce que c'est toi qui l'as choisi ou est-ce que c'est l'éditeur qui a un peu arrondi des angles ou... C'est moi qui l'ai choisi. Enfin, à l'origine, ça s'appelait même, c'est un anglais et on voulait le mettre en français, mais c'était Lesbian Genius. Et Lesbian Genius, ça vient en fait d'un titre qu'on avait proposé pour la deuxième ELC, Euro Central Asian Lesbian Community, ou connue aussi sous le nom de Conférence européenne lesbienne. En 2019, je m'occupais des médias, en fait, des stratégies de communication de ELC. Et donc, il y avait des titres à proposer. J'en avais proposé un où il y avait cette idée de « Apportons le génie lesbien au monde, let's bring lesbian genius to the world », et qui avait été choisi de manière assez affirmative par l'ensemble des participantes. Et donc, ça revient de là aussi, cette notion de génie lesbien-là. Et au-delà, qu'est-ce que ça veut dire? C'était important pour moi d'avoir ce mot-là, comme ça, ce titre-là sur la couverture. Et il y a beaucoup de gens qui me racontent que, oh là là, quand je le lis dans le métro, bon, bah ça, il y a des réactions. Et donc, c'est quelque chose de très performatif aussi, d'aller mettre en couverture. Ou d'autres qui me disent, ah bah pour Noël, je pense que je vais faire exprès de commander en disant, ce que je fais comme cadeau, c'est le génie lesbien, parce que ça va. Et rien que le titre, il y a un effet politique, en fait, déjà dans ce titre-là. Et au-delà sur ce que ça veut dire, enfin sur moi, comment je l'entends, c'est vraiment une histoire à la fois personnelle, encore une fois, et collective, qui est que pendant des années, moi, j'ai eu énormément d'admiration pour un certain nombre de mouvements politiques, sociaux, qui ont transformé le monde. Je pense au MLF, par exemple, en France et tout. Et j'ai découvert, je pense à Black Lives Matter aux États-Unis. Et bon, j'ai découvert tard, en fait, et bien après la création de ces mouvements, que, ah tiens, bah, les coordinatrices, les fondatrices, il y en avait beaucoup qui étaient lesbiennes. Ouais. Et ça m'a frappée sur un ensemble de mouvements tout d'un coup. Une fois que j'ai eu ça en tête, j'ai commencé à regarder tous les mouvements que j'adorais en me disant, ah là là là, ah tiens, Hong Kong, cette révolution géniale qu'ils sont en train de faire à Hong Kong, ah, la figure de proue, c'est la pop star Denise Ho, qui est une chanteuse lesbienne. Ah, à partir du moment où on constate ça, que de fait, un peu statistiquement, presque, il y a quand même une lesbienne à la tête de mouvements politiques absolument majeurs. La question, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Qu'est-ce qu'on peut raconter comme histoire à partir de là? Et moi, je pense que ça veut dire quelque chose de très profond. Hein. Ça veut dire qu'il y a un savoir-faire, en fait, lesbien sur la possibilité de faire émerger, en fait, des sujets politiques, sur la possibilité de faire exploser les cadres. Un des plus beaux exemples pour moi étant
D'ailleurs, je suis dans ma chambre bureau, là, et il y a l'affiche derrière, mais c'est ce qu'a fait Adèle Haenel pendant la cérémonie des Césars. Et les Césars, pour moi, c'est le summum hein, une cérémonie des Césars dans le cinéma français, c'est le summum de ce que peut représenter le patriarcat, parce qu'on est dans le milieu du cinéma qui incarne ce patriarcat-là de manière extrême, hein, ce champ du cinéma-là qui est un des fondements, hein, je crois vraiment récemment au XXe siècle, le cinéma sur comment on installe des imaginaires, comment on installe voilà, des imaginaires très, très, très sexistes, très, très, très binaires entre hommes et femmes. Donc le cinéma plus les Césars, qui cette année-là avaient nommé et puis donné un César à Roman Polanski. Et là, elle crache le truc, elle le fait exploser. Et ça n'est pas du tout anodin que ça soit une lesbienne qui l'ait fait. Parce que justement, on est habitué à être dans les marges et à déconstruire la norme. Mais malheureusement, enfin, tu le dis bien dans ton livre, alors que des lesbiennes ont souvent soutenu presque à bout de bras des mouvements comme les mouvements féministes, des mouvements de lutte contre le sida, elles sont restées quand même assez invisibles sur l'aspect de leur homosexualité. Et donc il faut parfois avoir il faut avoir envie d'aller découvrir qu'il y avait des lesbiennes qui étaient au cœur de ça. C'est ce que tu appelles l'infirmière politique de tous et de toutes. Tu peux nous en dire un mot? Il faut presque être, en tout cas pour le découvrir, tout ça, il faut presque faire de l'archéologie lesbienne. Il faut aller chercher vraiment parce que c'est pas donné tout de suite. Faut aller découvrir le côté l'infirmière politique de tous. En fait, c'est une phrase que je cite dans le bouquin, mais qui est une phrase, je pense un peu au départ pas super sympa en fait que dit l'écrivain Guillaume Dustan à Preciado lors de leur conversation, et qui dit ah oui, il dit un truc sur les lesbiennes qui sont des infirmières politiques, mais qui en fait pour les autres. Pour les autres, voilà, et que je trouvais en fait finalement une assez belle formule d'infirmière politique, qui était de dire oui, c'est vrai, il faut constater ça que il y a beaucoup de lesbiennes qui, dans leur vie militantes lesbiennes qui, dans leur vie quotidienne, dans ce qu'elles font, sont engagées au service d'autres causes, en fait, d'autres causes que les leurs directes, et sont en prise, je le vois encore énormément récemment, dans tout ce qui concerne l'accueil et le soutien aux migrants et migrantes, mais c'est vrai que je cite aussi évidemment toute cette période fondamentale de la lutte contre le sida. Et les exemples sont absolument multiples, et que je ne sais pas, il y a cette qui, moi, me rend très fière hein, de cette communauté-là, de cette générosité et de cet immense altruisme, d'aller justement se mettre au service d'eux, que je trouve très beau, que néanmoins, et je crois que c'était aussi à la base de la réflexion quand on a fondé ELC, la conférence européenne lesbienne, de se dire ouais d'accord, mais en fait si les lesbiennes passent leur temps aussi à se mettre au service, qui est super, à lutter sur plein de champs politiques, qui s'occupe des lesbiennes alors? Qui s'occupe de ça? Qui s'occupe à un moment de nous et de comment on arrive à maintenir nos groupes, nos collectifs politiques, et ce, encore une fois, dans une réflexion plus large, parce que de dire les groupes lesbiens sont tellement importants dans ce qu'ils représentent, dans pouvoir tenir parfois ensemble des communautés, des quartiers, une action politique plus générale, que si ces groupes-là ne sont pas assez soutenus, c'est tout un autre tissu qui va être impacté. Donc, c'est important aussi de les soutenir directement, et ce qui était à la base de la réflexion de ELC, pour dire on a besoin aussi de solidifier ce mouvement-là. Oui, effectivement, c'est super important. Et tu emploies le terme lesbienne. Dans le bouquin, tu parles des queers, des butch, qui sont voilà, à chaque fois des termes qui désignent peut-être une réalité un petit peu différente. À ton avis, j'ai deux questions. À ton avis, lequel est le plus adéquat pour parler de nous? Voilà. Et puis toi, est-ce que dans ton parcours personnel, tu as évolué dans la manière de te nommer? Est-ce que si tu réfléchis à toi jeune ado, jeune adulte, et toi maintenant, est-ce que il y a vraiment eu un glissement dans les termes? Oui, je pense que est adéquat les termes qui nous conviennent. Enfin, c'est-à-dire que moi, je peux pas, et c'est pour ça que la question elle est très perso. Et je vois tout à fait toutes les
toutes les possibilités et toutes les richesses politiques que peut avoir le terme queer, le terme butch, le terme lesbienne. Et c'est un peu différent, et justement, tant mieux si on a des termes différents et une palette importante, parce que chacun va pouvoir correspondre à une situation aussi perso, à une visée politique ou autre. Moi, c'est vrai que non, non, j'ai pas. Moi, vraiment très clairement, je défends, mais pour moi, encore une fois, pour mes combats politiques, l'emploi du terme lesbienne, mais je l'ai pas toujours fait. Pourquoi? Parce que même à un moment, d'abord, mon histoire avec le terme lesbienne, c'est d'abord que je le connaissais pas. J'ai mis très longtemps à entendre pour la première fois ce mot-là. Je ne savais même pas qu'il existait. Puis, quand je l'ai appris, je ne l'ai pas aimé. C'est-à-dire que j'avais un truc, je me rappelle vraiment bien, quand j'étais ado, au début de vingtaine, de dire, ah, c'est moche comme sonorité, lesbienne, ça ne me plaît pas, mais n'importe quoi, c'est pas du tout spécialement moche, pas moche, comme assonance. C'est juste ce que ça dégage, moi, ce que ça me dégageait, que d'avoir intégré tout le l'opprobre qui porte sur ce mot, tout le stigmate qui porte sur ce mot. Oui, et puis, c'est assez moche, par contre. Pardon? Assez moche, par contre, cet aspect-là. Moi, je trouve vraiment maintenant, voilà, que c'est un mot que je revendique, que je trouve magnifique, que je trouve important et que je le revendique d'autant plus. Pourquoi je le trouve efficace politiquement? Que je constate qu'il y a beaucoup de personnes qui refusent en fait de l'employer ou qui essayent de le détourner. Et ça, en général, on peut mesurer l'efficacité d'un combat politique à l'opposition et à l'hostilité qu'il déclenche. C'est la meilleure des choses, c'est d'aller regarder les réactions. Et le terme lesbienne, il provoque encore une crispation, une résistance immense, à tel point que quoi? À tel point que l'actuel pouvoir mondial le plus puissant, hein, un des plus puissants, qui sont les Google, les GAFA, les grands détenteurs de l'Internet mondial, mettent un front, en fait, ont un problème avec le mot lesbienne. J'en parle concrètement que quand on envoie des mails avec nos organisations lesbiennes où il y a le mot lesbienne ou quoi que ce soit, ils vont directement en spam. Ils vont directement en spam parce que les Gmail et autres considèrent que c'est du contenu porno, que c'est du contenu X, et donc, hop, on dégage. Quand on tape lesbienne sur Google, avant qu'il y ait eu des combats, tout ça, dans beaucoup de pays encore, on tombe sur des images destinées à des hommes hétéros, en fait. On tombe sur des images de porno. Donc, c'est dire à quel point ce terme-là, non seulement on nous interdit, il y a une censure encore très forte, même sur Facebook, c'est super compliqué d'appeler un groupe lesbienne, c'est super. Non seulement il y a une invisibilisation, voire une usurpation, un vol du mot, puisque vous imaginez, une ado lesbienne, elle tape ça, tombe sur des images qui ne lui sont pas du tout destinées, qui sont destinées à l'opposé. Et puis, dernière chose, c'est que je vois, mais je le vois tout le temps, à quel point ça met le malaise, quoi. Ça engendre la menace de dire lesbienne. C'est vraiment, ça suscite encore moi, dans les milieux que je côtoie, politiques, ça va pas du tout de soi. J'avais fait exprès sur la liste électorale de mettre militante lesbienne, ça. Oula, les réactions étaient un peu. Et ben ça veut dire qu'il faut y aller à fond. Ça veut dire qu'il y a une efficacité politique redoutable, encore ce mot-là, et qui reste pour moi vraiment la menace la plus grosse qui puisse s'exprimer contre le système patriarcal. Ils le ressentent, ils ont encore très peur en fait de ce mot-là, et c'est pour ça que employons-le. Tout à fait d'accord avec toi. C'est un peu comme le mot noir qui fait peur et que les gens préfèrent employer le mot black qui semble un petit peu plus sympa et un peu plus léger. Mais je trouve, enfin, ce que tu viens de nommer important, hein, c'est le peu de repères qu'on peut avoir en tant que jeune femme qui découvre qu'elle est attirée par autre chose que par des hommes. Hein. Enfin, Internet, c'est quand même un lieu de recherche d'infos super important maintenant. Et donc, effectivement, les jeunes lesbiennes ou futures lesbiennes sont confrontées à un contenu qui est absolument violent dans des recherches sur Internet. Et je trouve que c'est vraiment très dommageable parce que enfin voilà, c'est quelque chose qui peut être tout à fait choquant pour certaines. Mais je voulais savoir, toi, tu disais tout à l'heure, j'ai écrit ce livre, c'est le livre que j'aurais voulu lire plus jeune. Tu as souffert aussi de manque de figures, de femmes lesbiennes qui puissent vraiment être visibles en tant que telles pour pouvoir te construire, toi. Mais oui, terriblement. Enfin, je veux dire, c'est un peu triste dit comme ça, hein, maintenant ça va, mais c'est vrai que, comme je disais, je ne connaissais pas le mot, et puis je ne connaissais pas non plus lesbienne, en fait. Voilà, donc il n'y avait pas dans mon entourage. Tu pensais ne pas en connaître. Voilà, je pense pas en connaître. C'est vrai que
Et pas dans mon entourage et pas. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y en a pas dans l'entourage? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire qu'on connaisse du coup des figures autres? Bah, ce sont les médias, ce sont les entreprises culturelles, ce sont les films, ce sont les livres. C'est pour ça que c'est si important hein, ce que nous transmet la culture et que ça a un tel poids. Et c'est pour ça que moi je mène le combat sur ce front-là, hein, sur le front des imaginaires. Et malheureusement, et ben, pas non plus. Dans les séries que je regardais ou les films que je voyais, il n'y avait pas non plus de lesbiennes. Et ce qui fait que, bien sûr, j'ai jamais pu, moi, me construire une histoire directe. Je crois que c'est à cause de ça que j'ai jamais pu être une lycéenne lesbienne, une jeune étudiante lesbienne, voilà, faire parce que j'avais même pas ces modèles-là et j'avais pas du tout de blocage hein, sur la question d'être amoureuse ou d'avoir du désir pour des femmes ou quoi que ce soit. Mais c'est juste, ça n'existait pas en fait pour moi. C'était pas du tout. Et donc j'ai vraiment toujours l'impression qu'on m'a volé en fait une partie de ma vie à cause de ça. Et c'est pour ça que j'insiste tellement sur la question des imaginaires et sur la question, c'est vrai qu'en France en tout cas, le livre, ce qui est intéressant, c'est qu'il a bloqué, ce qui a crispé de manière massive, c'est précisément cette question de dire je ne lis plus de livres d'hommes, je ne vois plus de films d'hommes, je ne regarde plus de films d'hommes, etc. Bon, pourtant, c'est pas quelque chose de très compliqué. Ça doit être facile entre nous. Hein. Pardon? Ça Oui, doit c'est pour ça que je dis d'ailleurs dans le livre, j'essaye du moins, parce que si vous ne vous prenez pas en main et que vous n'avez pas une action un peu volontaire, c'est la catastrophe. On replonge directement. On se retrouve directement avec un livre de mec entre les mains, parce que c'est ça qu'il y a, qu'on nous présente d'abord. Mais c'est intéressant que ça soit. J'étais un peu surprise, moi, par la crispation là-dessus, parce qu'il y a d'autres phrases dans le livre qui auraient pu être davantage source de résistance. Mais je crois qu'en fait, là, cette opposition-là, elle nous raconte l'opposition générale, en fait, au mouvement féministe actuel. Parce que si on réfléchit là-dessus, moi, ce que je racontais, c'était une stratégie personnelle de choix d'imaginaire, de choix de ce que je voulais offrir à mon esprit, à mon imaginaire en termes de produits culturels. Or, dans les années 70, le slogan, un peu un slogan important, c'était mon corps, mon choix. Et on a parlé de libération des corps, notamment au sujet de l'avortement. On a dit que c'était vraiment là-dessus que ce mouvement-là était centré. Et je crois qu'actuellement, un des gros combats, c'est plus mon corps, mon choix, même si ça reste encore une zone d'affrontement, c'est mon imaginaire, mon choix, mon esprit, mon choix, nos imaginaires, nos choix. On veut aussi une libération des esprits et des imaginaires, pas seulement des corps, puisque les deux sont évidemment liés en fait. Quoi. Et c'est pas du tout anodin que le mouvement MeToo, qui symbolise hein, le gros combat féministe actuel, le mouvement MeToo, il commence dans le cinéma. Et c'est pas du tout anodin. C'est parce que c'est la question des imaginaires, c'est parce que c'est la question effectivement de ces choix-là, de ce qu'on peut en dire, de comment on nous infeste les cerveaux avec une pensée patriarcale, que c'est du coup qui rend les choses impossibles, enfin, beaucoup plus compliquées à combattre au quotidien, quand à longueur de journée, on a des images qui valident cette norme-là du patriarcat, qui valident cette norme-là que les hommes ont un rôle et les femmes en ont un autre, qui valident tout ça. Oui, tout à fait. Mais donc, il y a aussi un enjeu de diversité dans les représentations des femmes lesbiennes. Et ça, il y a encore du travail. Parce que, bon, il y a quand même une invisibilité des femmes lesbiennes racisées. Enfin, il y a encore beaucoup de travail, je trouve. Alors, Oui, mais c'est comme tout. Enfin, et ça, c'est le plus gros truc, c'est toujours se dire, toujours se poser la question. Moi, je suis là, mais je suis là à la place de qui ou qui pourrait être là aussi, et ça, évidemment, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Mais c'est pareil dans le. Enfin, ces questions-là, elles sont tellement. Enfin, prioritaires pour moi. Et également, si moi j'avais un truc à faire aussi, par exemple, dans le champ politique français, ça serait essayer de contribuer à ça, ou dans les rédactions françaises. Enfin, quand on parle de l'omniprésence des personnes blanches dans les rédactions de France, dans les partis politiques français, est aberrant. Et je dis ça d'autant plus que ça me marque, parce que j'étais juste avant, je reviens du grand rassemblement qui a lieu, entre autres à Paris aujourd'hui, contre les violences policières racistes. Ça aussi, de nommer les choses, tout à l'heure, de nommer les choses. Et ça a à voir avec ça. Ça a à voir avec qui nous parle de ça, qui a accès à la parole à ce sujet-là. Donc oui, tout à fait. Oui. alors, moi, dans ton livre, il y a une partie qui m'a touchée en tant
professionnel, hein, enfin, en tant que personne et professionnel, c'est le fait que tu oses parler de la place de l'alcool, enfin, que l'alcool a pu avoir un moment dans ta vie. Et je te remercie de nommer ça parce que c'est un sujet tabou dans la communauté lesbienne et associée, je dirais, c'est les questions de santé mentale, d'addiction, non pas liées au fait qu'en tant que lesbienne, on a des problèmes psychologiques, mais c'est bien le résultat de la lesbophobie ambiante qui parfois pèse. Tu as hésité à parler de ça dans ce bouquin où ça te semblait vraiment évident de... Non, j'ai hésité même à en faire davantage. En fait, ce qui m'a poussé à ça, c'est que j'entendais notamment Virginie Despentes dire depuis des années qu'elle allait faire un livre sur l'alcool. Et je me disais, mais génial, qui raconte aussi, parce qu'elle aussi, elle a arrêté de boire à un moment. Et puis le livre venait pas. Et d'autre part, je voyais en fait l'absence de ce type de récit-là. Et moi, c'est vrai que j'ai arrêté de... Donc, j'ai pas du tout hésité, j'ai hésité presque à en faire davantage encore sur mon rapport à l'alcool, sur quelle avait été mon histoire avec cette addiction-là, parce que moi, j'ai arrêté de boire il y a maintenant 2 ans et demi. Et c'était pas du tout anodin, j'ai arrêté de boire ça a coïncidé à mon départ aux États-Unis pendant 6 mois. Et vraiment, je pense que ça a énormément aidé. Le fait que là-bas, où j'avais eu une bourse pour faire une enquête sur notamment qui consistait à interviewer beaucoup de militantes et de journalistes. Donc j'allais à énormément de réunions militantes. Et le sujet, il était partout dans les réunions là-bas. C'est-à-dire que les gens, ça leur arrivait de commencer à prise de parole, mais militante sur un sujet politique, de dire bon, bah oui, par ailleurs, je vous dis, ça fait 3 ans que je ne bois plus aujourd'hui, donc je suis contente, et les gens applaudissaient. Et c'était un sujet entier de la réunion politique, du rapport à l'addiction, du rapport à l'alcool, ou ça peut être aussi d'autres produits. Et c'était complètement intégré dans ces cercles de discussion militants parce qu'on sait ça concerne beaucoup d'entre nous. Et moi, je sais que ça m'a énormément aidé. Je pense que ça a contribué au fait que les 6 premiers mois où j'ai arrêté de boire sont arrivés pas en Europe, mais aux États-Unis où il y a une parole beaucoup plus libre sur ce sujet-là. Et je pense qu'il faut absolument en parler davantage et que c'est vrai que c'est pas simple. Et moi, je raconte un peu dans le livre comment parfois je peux me dire je suis peut-être un peu dure quand je suis très en colère souvent contre les gens qui ne font pas leur coming out en tant que lesbienne ou en tant que gay et les personnalités qui n'en parlent pas. C'est vrai que moi, comme j'ai jamais eu, comme je le disais, aucun souci là-dessus, même je trouvais important de le dire. Je comprenais pas. Et après, je réfléchis, je me dis, toutes choses égales par ailleurs, évidemment. Mais bah ouais, mais moi, est-ce que c'était facile pour moi de dire j'ai un problème avec l'alcool? Est-ce que je l'ai pas caché aussi? Est-ce que c'est facile encore maintenant de dire je ne bois plus? Et ça le devient, c'est-à-dire qu'au début, tout est compliqué, c'est-à-dire de même dire de ne pas, non, parce que évidemment les sollicitations sont incessantes, et de le dire, de l'expliquer. Non, je bois pas en fait. Je bois pas et puis j'ai un problème. Il faut pas. Je veux pas boire en fait. Et ça, de faire. Je ne veux pas galvauder le terme coming out. Je trouve que c'est bien qu'il soit réservé à certaines notions, mais de rendre visible cette question-là, d'en parler dans les conversations, de ne pas avoir peur de l'amener comme un sujet qui, pareil, ne doit pas correspondre à cette frontière qu'on a toujours entre ce qui est privé et ce qui est politique. Le rapport aux addictions, il est évidemment politique. Il est évidemment politique dans une société, un rapport aux addictions. Il nous raconte beaucoup de choses aussi. Donc oui, je trouvais que c'était très, très important, mais ça fait quelques pages dans le livre et je pense qu'il y aurait encore beaucoup à en dire. Effectivement. C'est toute la question de pouvoir prendre soin de soi malgré toute la lesbophobie intériorisée depuis tout petit. Hein. Enfin voilà, mais effectivement, si des élus nous entendent, on est preneur de mettre en place des espaces collectifs qui toucheraient aux questions de santé mentale. Je pense qu'elles sont nécessaires auprès des lesbiennes et consoeurs, je dirais. Alors, il y a autre chose aussi en lisant ton bouquin qui m'a vraiment étonnée, enfin, je n'avais jamais pensé à ça, c'était, je dirais, les points communs qu'il y a entre le métier de journaliste et le métier de psy.
Enfin, je m'explique. J'ai retrouvé dans ce que tu expliques en termes d'injonction sur les épaules de la journaliste que tu es, vraiment des parallèles avec ce qu'on peut attendre d'un psy ou d'une psy bien comme il faut, je dirais. C'est la question de la neutralité, de ne pas, comment dire, d'être universel. Voilà, donc j'avais jamais pensé à ça, je trouvais ça assez intéressant. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, de ta place de journaliste sur vraiment les injonctions qui sont de ne pas avoir le droit en tant que lesbienne de parler des sujets justement que tu connais bien, hein, et de ne jamais avoir aussi, enfin de ne jamais être invité en fait pour parler des sujets à propos des autres, les autres étant l'homme hétéro blanc classe moyenne. Non, mais ça, c'est passionnant. C'est passionnant ce que tu dis parce que ça élargit encore le champ en fait des professions qui ont été vraiment infestées par cette histoire de neutralité. Cette histoire très bidon pour moi, très artificielle en fait, qui a été créée autour d'un bon professionnel, je dis au masculin volontairement, est un professionnel neutre. Et je suis sidérée en fait depuis que j'ai publié le livre par le nombre de personnes qui me disent mais dans ma profession c'est pareil. Je m'explique. Moi, au départ, je l'ai raconté en tant que journaliste. Et en tant que journaliste, on m'a seriné que tout bon journaliste, encore une fois, je le dis au masculin exprès, serait un journaliste neutre. Et en journaliste, plus exactement, ça se traduit par la notion d'objectivité. Ce à quoi on m'a appris ça en école de journalisme. Et puis, c'est même dans l'opinion publique. Hein, c'est un peu un truc qu'ils ont réussi à imposer comme finalement une évidence. Bah oui, bien sûr, il faut être neutre et il faut être objectif hein, pour bien faire son métier de journaliste. Alors que pas du tout. Je pense vraiment, d'une part, ça n'est pas possible. Aller m'expliquer qui ne voit pas le monde, ne le raconte pas et ne choisit pas ses sujets d'actualité et l'angle qu'il adapte en fonction de ses yeux, à lui, à elle, son regard, son vécu, on ne sait pas faire ça, on est des êtres humains, on ne va pas s'en arracher. Donc bien sûr que ça compte dans la façon dont on raconte une histoire, dont on enquête sur un sujet. Et d'une part, ça n'existe pas. Donc si ça n'existe pas, il faut toujours se demander sur les trucs, les concepts artificiels, c'est alors ça n'existe pas, qui a eu intérêt à l'inventer, qui a eu intérêt à mettre ça en place et pourquoi, à qui profite le crime quoi. Et évidemment, ça a été utilisé parce que ça a permis à toute une frange de la population de se dire neutre, de dire moi je suis neutre, regardez, moi je suis la norme, et donc j'ai le droit de parler de tous les sujets sans qu'on vienne me dire ah ben non, comme tu es lesbienne, tu ne peux pas parler de sujets liés à l'homosexualité ou au féminisme, comme j'ai eu le droit. Et ça se confond en fait à un moment. On confond la norme avec ce qui est officiel, ce qui est institutionnel. Par exemple, si vous regardez en France, qui a été président de la 5e, qui a accédé à la présidence de la 5e République, ils ont tous des caractéristiques très communes. Hein, si on regarde leurs portraits, des hommes, des blancs, valides, on les voit, ils ont un portrait un peu robot qu'on finit par prendre pour la norme, qu'on finit par prendre pour le neutre. Et là, du coup, toutes celles et ceux qui ne correspondent pas à ça, on leur dit toi, ton approche est un peu biaisée, il faudrait la mettre en retrait. C'est-à-dire, on ne t'empêche pas d'exister, bien sûr, mais reste discrète. Surtout, reste discrète, ça pourrait nuire au bon exercice de ta profession. Et ça, en journalisme, vraiment, on nous le répète tout le temps, ce que je trouve faux. Et en fait, évidemment, c'est valable dans de nombreux autres champs. C'est valable dans le champ universitaire aussi. On a tendance à dire attention, en tant que bon prof, vous devez être complètement neutre par rapport à vos élèves. C'est valable aussi dans le champ, par exemple, des avocats et avocates. Je l'ai découvert récemment, Gisèle Halimi, justement, qui est décédée cet été, féministe, avait dit il y a très longtemps, en fait, elle s'était posé la question de prêter le serment pour être avocate, parce que justement, elle trouvait qu'il y avait cette notion de neutralité dans le serment qui ne lui plaisait pas du tout. Elle disait, moi, je ne peux pas être une avocate neutre, ça ne veut rien dire d'être une avocate neutre. J'ai envie de parler de sujets qui m'intéressent, qui me concernent, et c'est comme ça que je serai une bonne avocate. Et alors, ce que tu dis, pour finir là-dessus, sur les psys, mais évidemment, enfin, moi, je fais une analyse assez longue et tu vois, ça me réveille quand tu me dis ça, que tu vois, là, je ne l'avais pas encore décortiqué sur le nom de l'analyse où j'avais pris pour acter que, bah oui, non, mais quand même, les bons psys, c'est ceux et celles qui n'interviennent pas, comme s'ils n'existaient pas, quoi, comme si c'était des statuts du commandeur, voire ils sont derrière nous, on ne sait même pas qui c'est, comme si c'était possible d'être une essence complètement évanescente et pas un être humain. Et c'est très, très juste. C'est vraiment, il y a quelque chose à creuser d'extrêmement intéressant, hein, je pense, que sur cette norme imposée à la figure de la psychanalyste. Bon, alors il y a des courants thérapeutiques qui assument un peu plus que le psy vient influencer aussi et vient influencer avec ce qu'il est et son histoire, sa manière d'interagir avec le patient, et que le patient vient aussi
le coloré de son histoire. Donc ça, c'est assez chouette. Mais bon, quand même, les réalités autres qu'hétéro sont quand même assez absentes. Je voulais juste quand même un tout petit peu nuancer. Tu parlais du prototype de l'homme politique en France. Bon, en Belgique, on est quand même un pays qui a aussi qui a des défauts, mais qui a aussi plein de qualités. C'est qu'on a quand même eu un Premier ministre gay et qui ne s'en cachait pas. Bon, il faut rappeler quand même que son homosexualité a été révélée à un moment donné où on l'accusait d'être pédophile et qu'il a pris les devants en disant non, je ne suis pas pédophile, je suis juste homosexuel. Voilà, c'est quand même pas la même chose. Mais donc voilà, en Belgique, c'est un petit peu différent. Au Royaume-Uni, en Allemagne, il y a eu et il y a là en Allemagne des femmes, en Serbie aussi, la première ministre est lesbienne, en Islande, partout. Enfin, la France va finir par être le seul pays. C'est pour ça, enfin, ce pays, c'est le livre, il est aussi là-dessus. Un verrouillage et les débats actuels sont quand même illustrent beaucoup ça, mais terrible, enfin terrible, vraiment. C'est un pays dans lequel le sexisme s'exerce de manière absolument massive et on le voit bien à travers qui accède au pouvoir, effectivement. Oui. Ok. Je vois que Bissy envoie des questions. C'est ça, Bissy, il faut qu'on lise ce que tu envoies? Coucou, oui, exactement. Mais c'était à votre aise. On a reçu 2 questions. Je peux les lire. On a une fois une question d'Irène sur la maison d'édition. Alors Irène demande, tu défends dans ton livre l'importance des médias LGBT+, mais tu as choisi de publier dans une grande maison généraliste. N'est-ce pas justement grâce à ou à cause de ce choix que le livre a eu autant d'échos, positifs comme négatifs? Ouais, c'est une très bonne question. Parce que c'est vrai que j'aurais pu aller peut-être dans une maison d'édition, en tout cas engagée ou plus directement militante ou plus. Et moi, ce choix-là, c'est parce qu'en fait, je pense qu'il faut mener le combat aussi au sein des maisons d'édition. C'est-à-dire que Grasset, c'est aussi une maison d'édition qui publie par exemple Pascal Bruckner, qui publie par exemple. Donc, qui pleure sur la disparition de l'homme blanc, pour faire court. Et c'est aussi une maison d'édition qui publie des ouvrages comme Studiet Moix, etc. C'est-à-dire que c'est pas spécialement dans un engagement politique ou d'un côté, on publie un peu tout le monde. Et ben c'est justement pour ça. Moi, ça a toujours été mon credo, en fait. C'est-à-dire d'aller au centre du pouvoir, du réacteur, pour le transformer, en fait. Et de même, j'avais fait la même chose quand j'étais journaliste, je travaillais à 20 minutes. Et 20 minutes, c'est un média généraliste par excellence. C'est la presse généraliste par excellence qui se doit de parler à tout le monde par excellence, puisque vivant de la pub et donc devant conserver un lectorat le plus large possible sans trop de marquage. Ce qui n'empêche pas, par ailleurs, il y a des excellents journalistes qui travaillent à 20 minutes et souvent des articles qu'on ne voit pas ailleurs. Enfin, ça n'empêche pas tout ça. Hein. Mais pour moi, c'est des trucs très importants. C'est-à-dire d'aller comprendre de l'intérieur comment ça fonctionne et d'essayer de le modifier de l'intérieur. Et du coup, pour la maison d'édition aussi, c'était très important pour moi d'aller vraiment au cœur et d'assurer, parce que le livre, il se voulait un livre grand public aussi, hein, qui va parler en priorité aux militantes lesbiennes, aux personnes qui sont concernées, mais c'est un livre de combat, hein, très clairement. Donc, c'est un livre aussi qui doit aller chercher des personnes de manière un peu plus large. Mais c'est intéressant, hein, la question de où aller, où se situer, où combattre. Et moi, je l'ai revécu, cette question-là. J'ai élargi un peu la question, hein, mais au point de vue sur le champ politique, c'est-à-dire que j'ai hésité beaucoup en fait quand on est venu me chercher pour être sur les listes écologistes pour le Conseil de Paris. C'est vrai que ma première réaction, ça a été de dire non, je n'ai pas envie, pourquoi la politique, ça ne va pas être efficace, je suis plus efficace en tant que militante que journaliste. Et je pense que cette réaction-là que j'avais, elle venait d'un discours un peu comme ça, répétitif, de dire la politique c'est des pourris, on perd son âme militante quand on y va, on ne devient plus une pure militante quand on va en politique. Et je pense qu'en fait, maintenant que j'y suis depuis quelques mois, je pense qu'ils sont très dangereux ces discours-là. Je comprends, hein, je les respecte et tout ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention.
parce que je pense que c'est tellement dommage de ne pas y aller et que c'est tellement efficace d'y aller. Et que moi, j'avais fini par être persuadée que non, que ça ne servait à rien. Mais ce n'est pas vrai. Moi, depuis que je suis au Conseil de Paris, mais bien sûr que ça a servi. Ça fait une différence, mais gigantesque. C'est une différence énorme que moi, je sois là en tant qu'élue lesbienne, y compris dans mon corps, que ce que je suis. C'est une différence énorme que la présidente, la vice-présidente du groupe écologiste de Paris soient des femmes, des élus noirs. Bien sûr, ça fait une énorme différence et on le voit dans les réactions, on le voit et il faut y aller, quoi, parce que ça et moi, je l'ai vu parce que pour celles et ceux qui ont suivi l'actualité, il y a une histoire qui a explosé autour de ce qu'on appelle, pour regarder l'affaire Christophe Girard à Paris, en France. Et ça, je veux dire, ça ne serait jamais passé, justement, si moi, j'y étais pas allée, si d'autres élus féministes n'étaient pas allés. L'efficacité, elle est immédiate, elle est totale. Donc, au contraire, ça sert d'aller dans le mainstream, en fait, donc dans le champ politique, dans les grandes maisons d'édition. Il faut y aller. Après, ça n'enlève rien au fait que je défends effectivement absolument l'importance des médias communautaires, des médias LGBT+, et que je trouve que le fait que, en tout cas en France, on ait une presse LGBT si faible, en fait, pas assez puissante, pas assez vraiment, et malgré c'est en dépit du travail, bien sûr, qui peuvent être menés par de très bons journalistes, hein, c'est pas eux qui sont directement en cause, mais c'est la faiblesse de la presse, ça nous atteint, et ça atteint notamment le milieu militant, parce que pour bien fonctionner, la presse, on a besoin d'un contre-pouvoir, on a besoin d'un regard extérieur. Et si on n'est pas regardé de manière extérieure, s'il n'y a pas des articles qui sont produits sur qu'est-ce qui se passe dans le champ militant, qu'est-ce qui se passe dans le champ communautaire, bah, ça a tendance à accroître les dysfonctionnements et ne pas nous permettre justement de les dépasser. Pardon, j'ai fait long. C'était pas... Non, c'est parfait. C'est parfait. C'est vrai que tu en parles dans ton livre aussi de l'expertise des personnes concernées et de l'importance de leur intervention dans les médias, et que les journalistes devraient aussi les concerter, prendre en compte leurs avis, parce que la qualité des articles a simplement augmenterait, et qu'il y a vraiment cette peur non seulement d'engager des journalistes qui ont une identité et qui revendiquent cette identité, mais même de juste donner la parole en fait à des témoins, à des experts, des expertes sur ces sujets-là. On a deux autres questions qui sont un peu plus spécifiques par rapport à la situation en France. Alors, on a une fois Moline qui demande la question suivante. De l'extérieur, la situation en France semble souvent plus violente pour les féministes et encore plus pour les lesbiennes féministes. As-tu des réflexions sur ça? Oui, oui, c'est vrai. J'ai la réflexion que j'avais interviewé pour mon livre une chercheuse qui s'appelle Laure Murat, et puis elle donne des cours aux États-Unis, donc elle a entre la France et les États-Unis, et elle dit j'ai souvent l'impression que ce qu'on appelle l'exception en fait française, cette fameuse exception française, c'est d'avoir 10 ans de retard. Et je crois que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que franchement, mais c'est pas possible, quoi. Bien sûr, on est dans un c'est Moline qui a posé la question. Je rends hommage, c'est Moline Björk qui a posé la question. Moi, je rends hommage au travail qu'elle mène au niveau européen, justement à tout ce niveau-là. Et justement, ça m'intéresse. Il y a eu une concomitance. Je vais vous raconter un exemple. En France, le débat est complètement verrouillé sur ces histoires de qu'est-ce que c'est que l'universalisme, qu'est-ce que c'est que l'intersectionnel. Alors moi, on passe mon temps, ils ne comprennent rien à ce que ça veut dire par ailleurs, à me traiter encore sur France Inter l'autre matin. Oui, il y a des militants intersectionnels qui ont envahi le groupe écologiste. Oui, c'est très dangereux. Le terme intersectionnel, mais je veux dire, ils sont encore sur des trucs comme ça. La semaine d'avant, il y avait la Commission européenne qui avait publié pour la première fois une stratégie LGBT, plus dans lequel ils employaient tout à fait le terme intersectionnel. On parle de la Commission européenne sous présidence allemande. On n'est pas dans la plus grande révolution du monde, dans le truc qui va faire trembler absolument ce système. Le terme intersectionnel, il l'emploie. Enfin, je veux dire, c'est pas... Et en France, c'est comme, mais je vous jure, c'est comme si vraiment tu as l'impression que tu vas faire trembler les murs, que c'est la catastrophe, que c'est... Donc oui, il y a ce pays, c'est catastrophique, l'incapacité de dépasser ces notions-là, d'entendre le discours, de s'arc-bouter comme ça sur cette histoire de républicanisme, d'universalisme, de manière absolument creuse en plus, ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire. Moi, je ne suis pas moins universelle dans mon discours parce que je me dis lesbienne que des gens qui s'arrogent le droit d'être républicain et tout ça. C'est idiot en fait de dire ça. Et je le vois, mais encore récemment, tout le temps, on ne peut pas savoir dans le champ politique à quel point
ils me ramènent tout le temps à ça. Encore récemment, la maire de Paris, le Parti socialiste, ils sont vachement dans oui, mais là, vous avez des ambiguïtés avec les valeurs de la République. Mais quelle ambiguïté on a? Quelle ambiguïté on peut défendre ce que sont les minorités, ce que font les communautés, sans, ça ne veut pas dire qu'on menace la République. C'est le contraire, en fait, ce qui se passe. On dit ça parce que le message censément républicain de la République, il oublie tous ces gens-là. Il oublie, il les écrase depuis des années. C'est normal que dans un pays, on parle depuis 8 ans d'une loi sur la PMA et qu'on se foute de la gueule des vies individuelles des gens en tous les ans en disant oui, oui, c'est voté l'année prochaine, c'est voté l'année prochaine. Mais quelle catastrophe! Ça veut bien dire que pour eux, il y a des populations qui ils ne rentrent pas dans le cadre de la République. C'est eux qui créent ça. Donc évidemment que c'est catastrophique en France. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça met du temps à bouger. C'est-à-dire que je trouve que ça évolue pas beaucoup ce combat-là, ils évoluent pas beaucoup les gens au pouvoir là-dessus, ils déconstruisent pas beaucoup leur discours. Donc en face, en revanche, le motif de réjouissance, c'est que il y a beaucoup de collectifs, de mouvements, notamment antiracistes, qui portent ce combat-là de manière absolument exemplaire et qui, je pense, bien sûr, font bouger les lignes quand même. Merci Alice pour cette réponse. Il y a une question intéressante là sur... je la lis? Oui. Dans le livre, tu parles de la culture du placard en France. C'est une vraie curiosité ici en Belgique où être out est possible dans presque tous les milieux. Je nuancerai un peu, mais pourquoi des gens de pouvoir qui ne risquent rien dans leur chair, là c'est les Français dont on parle, sont aussi frileux dans la politique et surtout dans les médias? Ouais. Alors déjà, pour porter ça, si j'en parle, c'est parce que c'est statistique. Hein. Il y a vraiment, moi, je le savais, si vous voulez, savoir que des personnalités publiques sont au placard, ça veut dire qu'on sait déjà, en fait, par entourage, milieu autorisé, blablabla. Moi, je pouvais être au courant en tant que journaliste, effectivement, qu'il y avait tel animateur télé, tel politique qui n'était pas out. Mais je n'avais pas réalisé c'est à quel point c'était vraiment, encore une fois, assez particulier à la France. Il y a une étude qui est parue fin 2015-2016, fin 2016-2017, et qui recense en fait le nombre de parlementaires out, de manière ouvertement lesbienne ou gay, dans tous les parlements du monde dans lesquels il y en a. Hein, parce qu'évidemment, il y a des parlements dans lesquels il n'y en a pas. Mais il y a une vingtaine de pays comme ça, et la France arrive à la dernière place. C'est-à-dire c'est le pays où il y a le moins de parlementaires qui ont fait leur coming out. En tête, il y a des pays comme le Royaume-Uni, par exemple, la Suède. Et la France arrive vraiment derrière une vingtaine de pays. Donc, ça venait confirmer aussi statistiquement cette impression-là. Une fois qu'on a dit ça, qu'on a dit oui, il y a un gros problème de coming out, la question c'est qu'est-ce que ça nous raconte? Et je pense que ça nous raconte en fait plusieurs choses. Ça nous raconte le rapport très particulier qu'ont les Français aux notions de vie privée et de vie publique. J'en ai déjà un peu parlé, mais ça, vous pouvez le voir bien au-delà des notions de coming out. C'est-à-dire que tout le temps, ils disent non, mais l'homosexualité, nous, ça ne nous regarde pas, mais pas du tout. Il ne faut surtout pas raconter sa vie privée publiquement, ce qui, évidemment, est établir une frontière complètement artificielle encore entre ce qui est privé et public, ne pas voir que si, il y a des choses politiques et ne pas voir surtout que, comme par hasard, vous ne demandez pas les mêmes choses aux gens hétéros qui passent leur temps à étaler leur vie privée sans que ça pose de questions. Et ça, ce rapport à la vie privée et vie publique, là, très particulier français, il pose problème dans d'autres domaines que le coming out. Il pose problème, par exemple, dans toutes les questions des violences sexuelles et sexistes. Si on se rappelle un moment fondamental en France qui a été l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn aux États-Unis, évidemment, pas en France, en 2011, grâce au témoignage de Nafissatou Diallo, qui l'accusait de l'avoir agressé dans une chambre d'hôtel, immédiatement, Dominique Strauss-Kahn, qui allait être le candidat socialiste à l'élection présidentielle, il a été défendu par les autres politiques, par les journalistes, et notamment autour du fait « Oh, mais ça, c'est les États-Unis qui ont un rapport absolument horrible à la vie publique, mais nous, en France, c'est pas comme ça. Ce qui se passe dans la chambre à coucher reste dans la chambre à coucher. » C'est vraiment des vrais mots qui ont été commencés. Ça ne nous regarde pas, c'est l'américanisation de la vie. N'importe quoi. Enfin, je veux dire, donc, on voit bien l'utilisation de qu'est-ce qui est privé, qu'est-ce qui est public. En fait, elle est complètement, encore une fois, au service de certains intérêts. Enfin, évidemment que la question des violences sexistes, la question de ce qui est devenu MeToo, c'est entièrement fait pour être mis sur la place publique, encore une fois. Et puis sur la question du coming out aussi, je pense que il y a aussi le problème fondamental, et ça rejoint une réponse que j'ai donnée avant, sur le rapport à la visibilité des minorités en France, sur le rapport à la possibilité de parler publiquement en disant «
je suis lesbienne et je vous dis ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'en France, quand on dit je suis lesbienne, je suis noire, et c'est un truc que je ne cache pas, bah, ça vous empêche d'être française. Ça va un peu loin, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a une délégitimation, on est moins crédible dans le discours public quand on parle en fonction d'une identité, en fonction d'un vécu politique. Et ça, autant je peux être énervée contre les personnalités françaises qui ne font pas leur coming out, les trouver égoïstes, les trouver ingrates, parce qu'il y a d'autres qui se sont battus avant et des militants qui ont pris des coups, qui ont perdu leur boulot, perdu leur vie parfois, et maintenant eux ils sont un peu tranquilles, ils pourraient renvoyer un peu l'ascenseur, devenir un peu des rôles modèles et tout ça. Donc ça je peux leur reprocher. Mais ce que je ne peux pas leur reprocher, c'est de penser que leur discours sera moins entendu en France si tout d'un coup ils font leur coming out, parce que c'est vrai malheureusement. Parce qu'en France on n'arrête pas de dire non, mais attendez, par exemple, des mots que Jean-Pierre Chevènement avait eu envers les musulmans. Il avait dit non, mais on peut tolérer, mais il faut quand même rester discret. Donc, il y a cette injonction à la discrétion quand on vient d'une minorité en France, et de dire on vous croira moins. Les discours valables, ce sont les discours transcendants, omnipotents, où on parle en tant que citoyen, complètement sans identité. Là encore, on revient à cette question de la neutralité, sans vécu. Et ça vient vraiment aussi d'une tradition qui est à trouver dans l'ordre du rationnel, du siècle des Lumières, des idéaux vraiment de cartésianisme, de monde de la raison, du cerveau, et qui n'est pas celui du vécu, des émotions, de la chair, qui pourtant a tout un discours qui peut être évidemment tout aussi valable à donner. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose de très important. Je crois que le dernier point, c'est qu'on n'est pas très doué pour le spectacle en France. C'est-à-dire que les discours, ils ne sont pas super bons. Quand je vois le talent qu'ont des Américains ou des Américaines à mettre en scène un discours qui de jeu devient nous, à raconter sur une scène, en fait, une histoire personnelle, qui devient une question politique. Et on parlait de l'alcool tout à l'heure, il y a de ça aussi là-dedans, dans le fait de dire que bien sûr, ça intéresse tout le monde. Et en France, c'est vraiment la cata. Hein. Ils essayent d'être un peu. On a quelques personnes qui sont pas trop mal, mais en général, c'est pas quelque chose qu'on apprend. Mais c'est normal, hein, parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, c'est pas quelque chose qui est cultivé dans les cours des universités françaises. La capacité à s'exprimer, c'est plutôt des cours un peu verticaux et autres. Je généralise, mais vraiment, c'est vertueux aussi. Mais ça a des conséquences. Donc voilà pour la réponse, pardon, encore une fois, un peu longue sur la question du coming out, mais c'est passionnant parce que ça raconte vraiment le système culturel français, cette histoire. Et il y a aussi donc une autre question en tant que femme lesbienne, féministe et militante. Quel regard portes-tu sur la nouvelle loi de sécurité et plus généralement sur la dérive sécuritaire en France? Je porte le regard que j'étais juste avant ce live et que je suis revenue pour être à l'heure live à la manifestation à République. Et j'ai vu passer d'ailleurs sur les réseaux sociaux, je ne sais pas qui c'est, mais un panneau très chou qui disait plus de génie lesbien, moins de Darmanin. Donc Darmanin est le ministre de l'Intérieur. Donc merci à la personne qui l'a fait. C'est très grave. Non, mais bien sûr, c'est très grave. Et alors la question est, ça c'est mon avis général hein, sur ce qui se passe là-dessus. Et en tant que femme lesbienne, féministe et militante, évidemment, c'est d'autant plus important. Et je dirais que là-dedans, c'est le côté aussi militant sur ce sur quoi on assiste en France, sur vraiment, il y a eu un changement sur la possibilité d'aller manifester, de produire des images, et une pression de plus en plus forte que moi j'ai senti commencer sous François Hollande au moment de la loi travail. Vraiment, ça devenait incroyable en fait quand on devait aller en manif, la peur qu'on commençait à pouvoir avoir de la police, voilà. Et ça, c'était que pour le côté militant. Mais évidemment, cette peur-là de la police, cette menace-là, qui est dénoncée depuis des décennies et des décennies et des décennies par les militants et militantes contre les violences policières, par les militants et militantes contre les mouvements antiracistes. On ne peut pas dire qu'on n'était pas prévenu, on ne peut pas dire. Donc là, le seul truc que je vois par rapport à l'horreur que c'est de vraiment de la loi qui arrive et ce qui la propose, essayons, si on doit voir un bénéfice, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant, c'est de dire, est-ce que enfin d'autres gens, d'autres élus, d'autres personnes vont entendre ce que nous disent militants et militantes depuis des années. Parce que des personnes vivent dans ce pays depuis des années et des années, et réagir et s'opposer, je ne sais pas. Moi, ce que je constate, c'est que, et là, c'est plus pour la version, j'essaie de préciser dans mes réponses, parce qu'on me disait aussi en tant que féministe, qu'en penses-tu? Il faut savoir qu'on a quand même, en tant que féministe, on demande la démission de Gérald Darmanin, évidemment demandée sur les choses monstrueuses qui se passent dans la police
française, et là encore depuis très longtemps, mais elle a été demandée dès le départ aussi par les féministes, parce qu'on a quand même en France un ministre de l'Intérieur qui a été qui est accusé d'avoir monnayé des faveurs sexuelles grâce à ses fonctions de représentant de la nation. C'est quelque chose, qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est encore une fois, moi, il y avait une journaliste argentine qui me disait, mais nous, en Argentine, on resterait depuis 72 heures dans la rue pour quitter Cash. Vous vous rendez compte, c'est pas possible que vous ayez un type pareil à la tête du ministère de l'Intérieur. Et là, c'est ça aussi qui se passe, c'est-à-dire que dans la sécurité, moi je veux bien tous les discours, mais qu'est-ce qu'il fait encore là? Qu'est-ce que le préfet de police de Paris, qui a fait tellement aussi de mal aux manifs féministes, aux manifs des Gilets jaunes, qui fait tellement de casse, fait encore là? Donc moi, je découvre après en tant que politique sur qu'est-ce qu'on peut agir, comment on peut aussi agir là-dessus. Mais pour répondre très clairement, moi, je continuerai à être mobilisée, évidemment, au sujet de cette loi. Alors, il y a une autre question. Dans votre livre, vous indiquez que les médias sont l'industrie chargée de fermer les portes du placard. Est-ce selon vous transformable et n'est-ce pas aussi aller à l'encontre de volontés individuelles de lesbiennes qui ne souhaitent pas être out? Cette semaine, silence autour de l'homosexualité de Daniel Cordier. C'est Daniel Cordier. Oui, alors, des volontés individuelles, oui, non, c'est pas du tout aller à l'encontre. C'est-à-dire que moi, je suis pas du tout en train de dire à faire des injonctions aux gens, il faut absolument faire votre coming out. C'est pas ça mon propos. Et ça l'est jamais, en fait. C'est comme l'histoire que ça s'est focalisé sur Alice Coffin veut brûler tous les livres écrits par des hommes. Pas du tout. Moi je dis. Je dis juste que c'est vraiment une stratégie politique que moi j'estime bonne, mais j'entends très bien que d'autres ne l'est pas. Et surtout sur cette histoire de coming out, c'est plus qu'est-ce que ça nous raconte. Je ne suis pas en train de dire aux gens faites absolument votre coming out, c'est juste tiens, je constate que c'est encore très compliqué et ça nous raconte quelque chose sur la société. J'essaie de démêler les fils de ce que nous raconte cette difficulté-là. Et soyons très clairs, hein, je parle des personnalités publiques. Donc c'est très différent, je trouve, qui ont pour moi quand même un rôle un peu important, et des personnalités publiques en France où souvent sont dans des positions assez privilégiées, il faut le dire. Et donc franchement, c'est juste de leur dire, mais réfléchissez-y. Et vous savez, si je dis ça, c'est que ça a eu des effets. J'ai eu une discussion avec Laurent Ruquier sur son plateau de sa nouvelle émission On est en direct, parce qu'il m'avait attaqué très fort 15 jours avant sur le livre, en le critiquant, voilà. Et puis il m'a invité, et 15 jours après, il a dit, mais je suis désolée, parce que en fait, j'avais pas lu le livre. Et en fait, j'ai beaucoup aimé le livre, et donc je m'excuse, ce qui est très rare d'aller faire un mea culpa. Et il a parlé de ça, de cette histoire de coming out et tout ça. Il a dit, mais c'est vrai, en fait, ce que vous dites sur, finalement, on profite de ce qu'ont fait les militants et les militantes, et nous, on est là, comme ça, et ça va ouvrir une piste de réflexion. Donc, je pense, moi, j'essaie juste d'ouvrir des pistes de réflexion, et vraiment, c'est pas des injonctions. C'est vraiment pas des injonctions. C'est-à-dire, d'ailleurs, je pratique pas, je ne vais pas les chercher, je ne donne pas leur nom, je leur suggère, en fait, que peut-être qu'ils n'ont pas réfléchi elles-mêmes, que ça a un impact, et que franchement, c'est bien si nous rejoignent, quoi. Ce qui est encore autre chose que d'être un élu politique, être soi-même LGBT et promouvoir des lois qui vont à l'encontre du droit des LGBT. Je trouve que là, on peut un peu plus s'autoriser à mettre en avant qu'il y a une petite... comment dire, enfin voilà, qui sont dans une position complètement contradictoire, quoi. Mais je rejoins quand même vraiment ça. Je pense que il y a aussi dans la communauté LGBT, il y a parfois un peu cette pression de dire qu'il faut faire son coming out, que ça serait aussi un indicateur d'être un bon LGBT qui se respecte, je dirais. Et voilà, c'est pas prendre en compte des situations de vulnérabilité spécifiques où on ne peut pas faire son coming out tout le temps, quoi, et auprès de tout le monde. Et puis parfois, on a aussi le droit d'avoir la paix, parce que c'est pas toujours facile de le faire. Et je trouve que ça, voilà, c'est quelque chose
il faut prendre soin des plus vulnérables aussi, qui ne sont pas en position de faire. Absolument. Et c'est d'autant plus vrai que, c'est-à-dire que, évidemment, ça ne s'adresse pas du tout et que ça serait. C'est comme. On peut pas. Enfin, c'est pour ça, pour moi, il ne peut pas y avoir de discours politique comme ça général, parce que ça serait oublier justement les spécificités de. On n'est pas toutes lesbiennes de la même manière, dans la même façon, dans les mêmes environnements. Et certaines d'entre nous subissent des discriminations supplémentaires. Ce sont des lesbiennes racisées, c'est très différent. Donc, moi, c'est pour ça que je n'y crois pas d'ailleurs aux politiques publiques générales. On l'a vu suffisamment, par exemple, au moment du Covid. On a beaucoup travaillé là-dessus avec la conférence européenne lesbienne. Des politiques qui ne prennent pas en compte justement des spécificités, elles vont ajouter de l'oppression à l'oppression. Donc, c'est vraiment surtout pas ça. Mais j'allais dire, c'est précisément pour ça. C'est précisément pour ça que c'est important, en revanche, que des personnalités qui sont, elles, en position de le faire et qui ne prennent pas de risque, c'est d'autant plus important que pour beaucoup d'entre nous encore, c'est bien plus safe. Il faut y faire très attention de ne pas faire son coming out, c'est bien plus safe, il faut entendre ça, mais ça rend les choses d'autant plus importantes que certaines personnalités publiques ne le cachent pas, et surtout que les journalistes n'aient pas cette action-là, parce que je n'ai pas répondu sur Daniel Cordier. Parce que voilà ce qui se passe. C'est quand même que quand quelqu'un comme Daniel Cordier, alors Daniel Cordier, c'était un résistant, un membre de la résistance française, qui est devenu galeriste d'art, bon, et qui ne cachait pas du tout le fait qu'il était homosexuel. Donc, quand même, en plus, ce monsieur, il est mort à 100 ans et tout ça, donc dans sa vie, il n'a pas caché. Les gens, quand ils font ça, leur nécrologie, le journal Le Monde fait sa nécrologie, Emmanuel Macron fait ça durant son hommage, il le cache complètement. C'est-à-dire qu'il l'efface comme si ce n'était pas quelque chose de très important. C'est ça, c'est que j'appelle la placardologie, le fait de vraiment, mais que ça va. En fait, ce discours-là, il contribue à l'invisibilisation totale et il contribue justement, je dis ça, à ce que toutes celles, tous ceux qui ne peuvent pas, qui ne choisissent pas, c'est tout à fait leur choix de faire leur coming out et tout ça. En revanche, elles ne voient pas à l'extérieur que il y en a d'autres et ça peut faire plaisir, surtout quand on est soi-même contraint de rester dans le placard ou par choix. Et ils invisibilisent ça, alors que lui-même, il l'a jamais fait. Et d'autant plus qu'ils le font avec Le Monde. Enfin, vous verriez les phrases, c'est genre, ils le disent mais sans le dire, c'est genre, oui, il avait eu lycéen, un rapport très sensible aux autres garçons. Enfin, c'est toujours n'importe quoi, sur des périphrases, genre, ou alors c'est genre, cet amateur de Proust et de ok, ou ce célibataire endurci. Enfin, faut arrêter. Enfin, ça va, c'est complètement dingue. Enfin, je relisais plein de trucs comme ça sur le chanteur Charles Trenet. Il disait, lui, il n'aimait qu'une femme, sa mère. Enfin, il y a plein de petits radars où on peut savoir, ok, gay, c'est ça qu'ils veulent dire. Donc évidemment, ça s'adresse, mais c'est très très bien. Merci à vous et de le souligner. Ça s'adresse effectivement à certains cas. Il n'y a pas du tout de ma part d'injonction, au contraire, à un coming out de toutes celles pour qui c'est beaucoup plus encore important, safe, et puis chacune fait exactement ce qu'elle veut de ne pas porter ça sur la place publique. Il y a encore 2 questions, si je ne me trompe pas. Attendez, est-ce que ma souris a glissé. Comme féministe et lesbienne, que penses-tu de la place prise par la revendication du mariage, à part faire râler la manif pour tous? Alors, moi, je militais dans un collectif qui s'appelait Oui, oui, oui. Je ne sais pas si je tourne la caméra. Non, vous n'allez pas voir. Il y a encore une affiche du collectif dans mon bureau, mais je ne crois pas qu'on la voit. Bref, et c'était intéressant parce que je crois que dans le collectif, c'est des collectifs notamment de lesbiennes et tout ça, et personne ne voulait vraiment se marier ni avoir d'enfants dans ce collectif-là. En revanche, on l'a utilisé politiquement, très fortement. Et ça, au travers notamment de slogans. Par exemple, les slogans, c'était We support lesbian divorce, plutôt que de soutenir le c'était un des chants, c'était on veut le mariage, le veuvage et l'héritage, l'adultère, la pension alimentaire. Donc, c'était des détournements, en fait, politiques de cette revendication-là. Et je pense, moi, je l'ai trouvé un outil politique très intéressant, cette question-là. Et encore une fois, ça retourne à ce que je disais tout à l'heure. Je mesure la pertinence d'une revendication ou d'une prise de position aux réactions qu'elle suscite.
Si cette histoire, on l'a vu en France, de débat public sur le mariage, vous avez vu le nombre de gens que ça a mis dans la rue, en fait, là, on a rendu visible tout d'un coup toute cette homophobie, cette transphobie, cette lesbophobie-là, qui n'avait pas du tout disparu, sauf qu'on ne la voyait plus. Et tout d'un coup, ça l'a fait éclater au grand jour. Ben, ça, je crois que c'est très important. Ça veut dire qu'il y avait un truc qui touchait juste et que c'était important d'aller là-dessus. Et ça, on le mesurait à l'aune des réactions. Donc, sur cette revendication-là, en tout cas pour moi, elle est intéressante si elle est politisée, si on est vraiment dans quelque chose de politique, parce que par ailleurs, à titre perso ou autre, le mariage, voilà, il draine quand même un certain nombre de présupposés patriarcaux dans son histoire et autres, et je comprends aussi qu'on ne soit pas du tout à l'aise avec ça. Et puis voilà. Et après, moi j'attends encore le moment, parce qu'en tant qu'élue, c'est une petite histoire, mais je suis censée célébrer des mariages, et je me dis, oh là 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 là, si jamais il y a un couple hétéro avec un mec qui est hyper anti-féministe qui se retrouve marié par Alice Coffin, mon Dieu, ça va être intéressant. Bon, on verra, je vous raconterai. Bon, en tout cas, les réactions qu'il y a eu en France et de la Belgique, ça nous a un peu laissé pantoises, je dirais. Enfin, c'était quand même assez... Ça avait beaucoup d'impact, hein, le traumatisme est encore très profond. Moi, quand je parle à des gens, notamment qui étaient ados à ce moment-là, ça a été vraiment terrible, hein, ce moment-là. J'en parle pas mal dans le livre, je décortique vraiment tout ce que ça nous raconte aussi, hein, du système médiatique. Moi, je sais que c'est à ce moment-là, justement, qu'on a initié l'association des journalistes LGBT en France, qu'on a essayé de faire des choses pour éviter de revivre des périodes comme ça. Je sais aussi que moi, ça a été une période fondamentale pour moi parce que, heureusement, justement, je n'étais pas ado, je n'étais pas plus si jeune et tout ça, et j'étais déjà en phase avec un milieu militant, et moi, le militantisme m'a encore une fois sauvée. C'est-à-dire que, du coup, au lieu d'en garder un souvenir traumatisant, j'en garde un souvenir joyeux pour les chansons que je viens de vous performer, j'espère correctement, et pour d'autres manifs hyper joyeuses et tout ça, et parce qu'il y avait des militantes extraordinaires et qu'on a finalement beaucoup rigolé. Mais le fond était terrible. Oui. Et vous savez d'ailleurs, quand on parlait des personnalités, tout à l'heure, quand je dis les personnalités françaises, elles ne font pas leur coming out, mais elles ne sont pas non plus très courageuses au point de vue politique, et de manière assez intéressante, la seule personnalité qui a fait vraiment un truc ou qui a hurlé contre la manif pour tous et qui a vraiment une déclaration très très forte en disant c'est pas possible, ces abrutis, c'était Poulvorde. Donc c'était pas un Français, c'était un Belge. Et de même que récemment, parce que parfois on me dit oui mais regarde ça bouge pour le coming out, regarde Angèle, elle a fait son coming out, c'était trop mignon. Et oui c'était trop mignon d'ailleurs, mais Angèle elle n'est pas française. Hein. C'est belge, donc bon, bravo à vous. Bravo aux Belges. Bon, c'est bien, hein, parce que nous, les Belges, on a plutôt tendance à se faire des complexes par rapport aux Français, mais on oublie que on a quand même... Ah non, mais c'est tellement mieux. Non, mais vraiment, enfin, je veux dire, il n'y a même pas photo. Enfin, je veux dire, sur les constructions, voilà, j'imagine bien qu'il y a les propres oppressions politiques et tout ça. Sur ces questions-là, vraiment, je pense que c'est plus simple. Hein. Ouais. La politique un peu plus évoluée. Quoi. Bon, je crois qu'on a passé toutes les questions, en fait. Voilà, Alice, je vais te donner le mot de la fin. Qu'est-ce que... Ben, merci beaucoup pour l'invitation, pour toutes les questions. Évidemment, s'il y a des gens qui n'ont pas eu le temps ou qui parfois on pense plus tard à poser une question, vous n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer des messages. Je réponds pas toujours très vite parce que beaucoup de messages, pas toujours des messages gentils en ce moment, mais je réponds à terme. Donc n'hésitez pas s'il y a des questions qui n'ont pas pu être posées ou quoi. Et puis, merci pour tout. Et puis le combat continue. Merci beaucoup Alice, c'était vraiment super super intéressant, j'ai plein de commentaires, de choses, j'ai pris des petites notes, ça part dans tous les sens, mais merci, c'était super enrichissant. J'ai pas encore fini le livre, mais j'avais envie de lire une petite phrase que je trouve géniale et qui m'a beaucoup touchée et qui reflète justement la sororité, la force de la communauté. Tu écris à toutes, il nous faut des cotes de femmes, des shield maidens, de shield bouclier et maiden jeune fille, nom donné aux mythiques guerrières vikings, des escouades et des brigades pour nous défendre. Je trouve que c'est vraiment beau et puissant. Et puis, ça me fait super plaisir aussi de t'avoir eu, Myriam, et de parler
d'avoir discuté entre nous et avec des personnes concernées. En fait, c'est justement ce que tu dis dans ce livre, c'est l'expertise des personnes et la mise en avant de leur identité. Et donc, t'avoir au L Festival, de t'avoir aussi Myriam au L Festival, de pouvoir partager ton récit et ton livre, c'est vraiment un plaisir et un honneur. Et voilà, n'hésitez pas à aller l'acheter chez Tilitu. Il est disponible là-bas depuis peu de temps. Et oui, de nouveau, merci à Moline de nous avoir fourni en fait cette séance. C'est vraiment génial. Et merci aussi à toi, Moline, pour tout le travail que tu fais au Parlement. On a besoin de personnes infiltrées partout, comme l'a dit Alice. Et voilà, merci à vous, public, pour vos super réactions et commentaires. Alice, tu les verras après. Il y a vraiment beaucoup d'amour et des choses très chouettes et drôles aussi qui se passent. Et on se retrouve bientôt, peut-être à Bruxelles, l'année prochaine. Ce serait génial. Et voilà, merci beaucoup pour votre temps et à bientôt. Avec plaisir. Au revoir Myriam, au revoir Alice. Merci infiniment. Ciao. Bye bye.